Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, excusez-nous, on a eu un petit souci technique de démarrage. Donc, on s'excuse pour ce petit retard, ce petit contretemps. Mais écoutez, nous allons faire au mieux pour respecter un timing. On a 7 minutes de retard. Je vous prie de m'excuser, enfin, de nous excuser. Donc, je vais reprendre. Donc, pour ce webinaire, spécifiquement sur le décryptage de la loi des orientations des mobilités pour les entreprises, où on a donc la chance d'avoir avec nous Julie Gozlan et Loïc Buffard, qui vont intervenir donc au titre du ministère de la Transition écologique et solidaire sur cette loi. Donc, je vais remercier également nos partenaires, donc qui sont l'ADEME et le Conseil départemental de l'Isère, ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc, peut-être partager avec vous un petit questionnement que l'on a eu avant de maintenir ce webinaire. Effectivement, nous sommes quand même dans une période de crise sanitaire. Je pense que beaucoup d'entre vous sont également en télétravail. Comme vous pouvez le voir, nous sommes tous les 3 intervenants en télétravail. Et on s'est bien posé la question sur maintenir ou pas ce webinaire, sachant que on sait bien que les entreprises aujourd'hui ont d'autres préoccupations, d'autant plus que moi, je fais également partie de la cellule crise de la CCI Nord-Isère, donc qui a été mise en place spécifiquement pour cette crise sanitaire. Donc, effectivement, on est bien au courant de ces questionnements, en tout cas, d'entreprise. Mais on s'est aussi dit que c'était aussi pour nous une possibilité de maintenir aussi un peu des liens sociaux avec vous et d'échanger sur un sujet qui est quand même malgré tout d'actualité depuis début 2020, donc qui est cette loi l'homme et qui sera amenée certainement à avoir certaines évolutions donc, par la suite de cette crise sanitaire, mais entre autres avec des décrets qui vont sortir aussi sur le forfait mobilité. Donc dans tous les cas, c'est intéressant de faire un échange avec vous à ce moment T précis aujourd'hui. Donc, je vous propose de continuer sur notre lancée, d'attaquer notre webinaire. Donc, dans un premier temps, juste vous rappeler les différents sujets qui vont être abordés sur en tout cas la mobilité. Donc, on a effectivement cette loi l'homme aujourd'hui, le forfait mobilité, donc dans le cadre certainement d'un atelier ou d'un webinaire, mais ça fera l'objet d'une petite question dans le cadre de l'enquête de satisfaction. Et ensuite, on aura donc des ateliers à voir si cet atelier, donc si la journée de l'innovation, donc c'est JDI, journée de l'innovation est bien maintenue donc le 30 juin, avec un atelier certainement sur l'innovation dans les usages en matière de mobilité. Et enfin, des thématiques qui arriveront donc certainement par la suite sur les carburants alternatifs, le télétravail et le coworking. Donc, d'autres thématiques vont également être abordées. Donc là, voilà, je vais passer assez vite. Je pense qu'il y aura des informations toujours sur notre site internet, évidemment, et sur les réseaux sociaux. Donc, très rapidement, alors je voulais quand même mentionner cette information sur le challenge mobilité, même si on a effectivement des questionnements sur effectivement, est-ce qu'il sera maintenu ou pas? Ça restera à voir, mais en tout cas, c'est vraiment un outil de promotion et de sensibilisation au transport alternatif qui permet aux entreprises d'avoir un événement clé en main. Donc, c'est quand même très intéressant pour les entreprises qui sont dans des démarches de mobilité. Pour vous rappeler un petit peu le cadre de ce webinaire, nous attaquons donc là avec un petit peu de retard, mais avec donc une intervention pour ma part très rapide sur les actualités. Je vais essayer d'être très brève. Et ensuite, donc, des interventions du ministère de la Transition écologique et solidaire, donc avec Loïc Buffard qui fera un décryptage de la loi l'homme avec des aspects sur la gouvernance, l'ouverture des données, transition énergétique, flotte de véhicules et développement, mobilité électrique et la sécurité routière. Et enfin, Julie Gozlan qui interviendra sur plutôt tous les aspects forfait mobilité. Voilà, on vous propose de faire vos questions et vos remarques tout au long de ce webinaire. N'hésitez pas, vous avez un chat normalement, vraiment dans le petit encadré là sur le côté du webinaire. N'hésitez pas à faire ou via le chat ou via des questions. Moi, je les garde et je les transmettrai à mes intervenants, aux intervenants à la fin de ce webinaire. Voilà.
Donc, comme vous l'avez compris, effectivement, vous n'aurez pas forcément, en tout cas, on ne vous entendra pas, mais on pourra vous lire. Et ça, c'est extrêmement important. Juste un petit rappel sur l'interaction de la CCI. La CCI se positionne bien en interaction entre les entreprises, leurs besoins et les collectivités, les autorités organisatrices de mobilité. Et l'objectif est vraiment de faire l'interface entre ces différentes parties prenantes et d'avancer ensemble vers une optimisation de la mobilité, vers l'amélioration de l'accessibilité pour les entreprises et le développement des transports alternatifs. Voilà. Donc, très rapidement, je vous ai laissé également, mais là, vous pourrez le relire à tête reposée parce que ce support va vous être transmis par la suite, évidemment. Les aides de l'ADEME, donc entre autres pour tout ce qui est diagnostic et accompagnement de projet sur tout ce qui est flotte de véhicules. Et on propose également des possibilités d'accompagnement de 1 à 4 demi-journées d'accompagnement par un prestataire privé, finançable à 60% par l'ADEME, pour les entreprises qui sont peut-être pas tout de suite encore prêtes pour aller vers un diagnostic de gestion de flotte, par exemple, ou par vraiment un accompagnement plus dense, j'allais dire, mais vraiment par une aide à la décision ou vraiment une demi-journée de prestation. Donc ça, c'est quelque chose que l'on propose aux entreprises. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Dans cette période, effectivement, de confinement, je ne me voyais pas ne pas parler du tout de télétravail. Donc, même si j'ai pas beaucoup de temps, je voulais quand même au moins vous donner 2-3 outils avec 2 sites internet que je trouve très bien faits, qui redonnent des bonnes pratiques sur le télétravail. Mais là, je fais aussi un petit clin d'œil à une entreprise donc, du territoire, donc Auvergne-Rhône-Alpes, qui est mon univers, qui a développé un outil d'aide à la décision et surtout d'aide à la mise en place au départ des plans de mobilité, donc qui est le lien vers MAPE, donc 5 Territorium projet démo. Et spécifiquement pour cette période un petit peu délicate quand même pour les entreprises, elle a lancé un outil spécifique pour le télétravail. Donc voilà, je trouvais que c'était quand même un beau clin d'œil à cette entreprise. Mais comme pour nous, c'est important de ne pas faire la promotion que d'une seule entreprise, je me suis permis de mettre également 2 autres plateformes ou prestataires qui accompagnent les entreprises sur la mise en place de plans de mobilité. Voilà, il y en a de nombreux, donc je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais en tout cas, ça permet de reciter quand même certaines possibilités pour les entreprises. Et enfin, comme on peut le voir aujourd'hui, donc là, nous, aujourd'hui, on utilise GoToWebinar, mais il existe de nombreux autres outils qui permettent de garder le lien avec vos collaborateurs ou via la visio ou la téléphonie. Donc là, j'en ai mis certains, Skype Entreprise, Teams, Discord, Slack, Google Drive, Cisco. Alors, Google Drive, c'est plus spécifiquement pour le partage de documents, mais voilà, il en existe plein d'autres. Donc, n'hésitez pas, car sur cette période, effectivement, de confinement, c'est aussi appréciable d'échanger par téléphone ou par visio avec ses collègues. Bon, je vais maintenant donner la parole à Loïc Buffard. Et n'hésitez pas à nous communiquer s'il y a quoi que ce soit, un problème en termes d'audition ou de visio. N'hésitez pas à me le mentionner via le chat. Voilà. Loïc, je vous laisse la parole et du coup, je vous laisserai me dire à quel moment donc je passe les slides. À vous. Oui, bonjour à tous. Déjà, juste si vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien ou Eh pas. bien, pour l'instant, moi, je vous Ça entends va? très bien, en tout Très cas, bien. Loïc. Oui, oui. Parfait. Avant de me lancer dans ma présentation, je vérifie. Oui, oui, c'est bon. Donc, Et j'ai eu des réponses. Les participants me disent qu'ils vous entendent très bien. Donc, pas de problème. parfait. Très bien. Tout d'abord, peut-être un petit mot d'excuse pour Hervé Brûlé, qui devait initialement présenter ce webinaire, hein, qui est adjoint au directeur général, qui, bon, en ce moment, est très largement mobilisé par la crise, comme vous en doutez. Donc, je vais essayer de le remplacer au mieux. Voilà, pour cette Très bien. présentation Merci. donc, de décryptage de la LOM, en centrant évidemment en faisant des choix, hein, parce qu'il y a 189 articles dans la LOM, donc, dont certains d'ailleurs pourraient mériter un webinaire tout seul. Donc, ce sera forcément un petit peu ciblé. Voilà, je compte sur votre compréhension. Tout d'abord, alors pour rappeler un petit peu le pourquoi de la loi d'orientation des mobilités,
diapo suivante. Sur les principaux enjeux qui ont déclenché cette loi. En termes de constat, le premier constat, c'est qu'on a 80% du territoire qui n'est pas aujourd'hui couvert par une autorité effective en matière de mobilité, alors même qu'il y a un enjeu très fort, puisque il y en a des sondages qui montrent que 25% des Français ont déjà refusé une offre d'emploi faute de solutions de mobilité. Le deuxième enjeu, c'est que le transport est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre, avec donc une nécessité forte de réduire les émissions de ce secteur. Et le troisième enjeu de la loi, c'est de créer un environnement qui est favorable aux nouvelles mobilités, à la fois pour développer des nouveaux services et puis pour diminuer également l'autosolisme avec des mobilités actives partagées plus attractives. Donc je vais vous balayer la loi pour vous, comme ça vous y retrouverez peut-être un peu mieux d'ailleurs si vous y plongez un peu par titre, ça permet de comprendre un petit peu comment la loi est structurée. Donc je vais passer assez vite sur certaines parties pour encore une fois détailler plus particulièrement certains aspects. Donc le titre premier, ça concerne les infrastructures. Donc pour signaler que dans le cadre de la mise en œuvre de la loi, il est prévu une augmentation très forte des investissements dans les transports, c'est 40% d'augmentation sur les 5 prochaines années, avec 5 grands programmes d'investissement prioritaires qui sont l'entretien des réseaux existants, la désaturation des grands nœuds ferroviaires, le désenclavement routier des villes moyennes et territoires ruraux, le développement de mobilité propre, partagée, active et le renforcement du report modal dans le transport de marchandises. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus sur la partie infrastructure pour passer donc sur le titre suivant, le titre 2 de la LOM, qui vise à apporter à tous et partout des solutions alternatives à l'usage individuel de la voiture. Et donc ça repose, ça c'est tout ce qui concerne la gouvernance, et donc ça repose sur les autorités organisatrices de la mobilité. Par la suite, je vais dire AOM, même si c'est un petit peu de jargon, c'est un tout petit peu plus rapide pour la présentation. Alors, oui, qu'est-ce que c'est je pense que nos participants sont quand même sensibles et un petit peu sensibilisés. Donc, on peut parler d'AOE. Très bien. Voilà. Et la loi, je dirais aussi peut-être des fois l'homme, vous me pardonnerez ce petit jargon. Donc l'AOM, donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Quel est son rôle? Elle doit construire des solutions adaptées au territoire. Et là, ce qui est important, on le rappelle souvent parce qu'il y a parfois un petit peu d'incompréhension, il n'y a pas, par exemple, d'obligation de transport collectif. Donc c'est vraiment des solutions qui sont adaptées à chaque territoire, et tous les territoires n'ont pas les mêmes enjeux en termes de mobilité. Donc c'est vraiment très important de rappeler cet aspect. Donc les services qui peuvent être mis en place, organisés, ça peut être des transports à la demande, du transport régulier, du transport scolaire, des locations de vélos, de l'autopartage, la mobilité solidaire. Donc on voit que le panel des mobilités, c'est pas du tout que le transport collectif, ça couvre vraiment toute la palette de ce qui peut être mis en disposition. L'AOM, elle intervient également en incitation, en régulation, alors, notamment pour tout ce qui concerne le vélo, puisqu'elle peut mettre en place des infrastructures cyclables pour promouvoir l'usage du vélo, et puis pour le covoiturage, elle peut aussi intervenir pour soutenir le covoiturage. Et d'une manière générale, l'AOM, elle anime les acteurs locaux, et notamment, et on en reparlera un peu plus tard, à travers le comité des partenaires. Alors pour ces missions, l'AOM, elle dispose d'une ressource fiscale dédiée, qui est le versement mobilité, qui est conditionné à la mise en place d'un service régulier non scolaire. Donc il finance les services, les infrastructures, avec l'évolution du taux, j'en reparlerai tout de suite, qui est soumise au comité des partenaires, et des taux plafonds qui sont inchangés par rapport aux taux plafonds d'aujourd'hui pour le versement transport. Alors, si on regarde un petit focus sur le lien avec les entreprises, donc je mentionnais le fait que l'AOM donc mettait en place un comité des partenaires. Donc ce comité des partenaires, il inclut à minima des représentants des usagers, des habitants et des employeurs. Et il a pour vocation d'avoir un dialogue complet sur la politique de mobilité, que ce soit l'offre, la tarification, l'information, la qualité de service, parler également des plans de mobilité qui sont faits par les OAM, et discuter, je le mentionnais tout à l'heure, des évolutions en matière de versement mobilité. D'autres sujets qui concernent les entreprises,
D'une part, l'AOM peut mettre en place un service de conseil en mobilité, donc destiné aux employeurs, aux gestionnaires d'activités qui génèrent des flux de déplacement importants. Dans le cadre de son plan de mobilité, l'AOM, elle doit viser à améliorer les mobilités quotidiennes des personnels des entreprises. Et dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, elle élabore des outils d'aide aux décisions publiques et privées qui ont un impact sur les pratiques de mobilité pour avoir une bonne cohérence entre la politique publique et puis les décisions des uns et des autres qui impactent les mobilités. Voilà. Alors, qui est AOM? Donc, qui fait quoi? Une fois qu'on a décrit un petit peu les rôles. Alors, aujourd'hui, donc, les métropoles, dans la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, elles sont AOM, mais elles exercent aujourd'hui leurs compétences par la mise en place de transports collectifs. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la mobilité, ça ne s'arrête pas au transport collectif. Et donc, la LOM leur permet d'étoffer assez largement leurs interventions. En ce qui concerne le territoire des communautés de communes, hein, mentionné en introduction, qui sont peut-être les territoires un petit peu entre guillemets orphelins aujourd'hui de la compétence mobilité, elles disposent aujourd'hui les communes disposent aujourd'hui de la compétence, mais elles l'exercent finalement assez peu, y compris d'ailleurs au niveau intercommunal. Et la région intervient pour le maillage en transport non urbain, le transport scolaire. Et donc là, la LOM, son principal objectif, c'est d'encourager les communautés de communes à prendre la compétence d'AOM, que ce soit seul ou en groupement, donc à travers les syndicats mixtes, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux. Sur les échéances, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que le Conseil communautaire a donc jusqu'à la fin de l'année 2020 hein, pour décider du transfert de la compétence et que, à défaut, hein, au 1er juillet 2021, c'est la région qui devient autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire lorsque ça n'a pas été pris au niveau intercommunal. D'ailleurs, la région, elle a un rôle plus particulier puisqu'elle est chef de file de la mobilité. Et donc, ce rôle de chef de file, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi Loïc, en même temps, j'ai eu donc des personnes qui me disaient en chat que Oui. mon diapo n'était pas en plein écran, donc je m'en excuse, il me semblait, donc je vais essayer de me mettre en plein écran. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, ce n'est pas mieux. Non, il doit falloir. Ouais. Donc, je ne sais pas. Alors, parce qu'on voit effectivement la diapo suivante. Alors, ce qui est très pratique du coup pour les intervenants, mais peut-être un petit peu moins pour ceux qui écoutent. Voilà, dans ce petit moment un petit peu, voilà, qui n'est pas évident pour nous à faire une intervention en télétravail, je vous propose de garder cette disposition-là. Voilà. Donc, je passe à la diapo suivante. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je parlais de la région hein, qui a un rôle particulier puisque elle est chef de file de la mobilité. Et donc, l'une des déclinaisons de ce rôle de chef de file, c'est que sur chaque bassin de la mobilité, un contrat opérationnel de mobilité sera signé entre la région, les AOM, le département, les gestionnaires de gare et pôles d'échange, pour justement organiser un petit peu toute cette politique de mobilité en essayant de se coordonner au maximum en termes d'horaires, de billettique, d'information, pour les pôles d'échange multimodaux également, pour discuter, ça c'est d'actualité, la quantité de services en situation dégradée, pour partager de bonnes pratiques, et puis plus largement pour essayer d'apporter un soutien au projet des différentes AOM. Je vais passer maintenant sur le titre 3 qui concerne l'innovation, les nouvelles solutions de mobilité. Alors ça repose sur différentes mesures. Alors il y a d'une part le premier enjeu, c'est l'arrivée progressive du véhicule autonome. Donc la LOM prévoit différentes mesures pour organiser, y compris sur le plan juridique, l'arrivée du véhicule autonome. La deuxième chose, c'est pour le développement des services de mobilité, donc comme on dit entre guillemets en bon français, les MaaS, les Mobility as a Service.
avec notamment l'ouverture des données de l'offre de mobilité et l'ouverture de la billettique pour faciliter le développement de nouvelles offres dans le secteur. En lien avec la LOM, on a lancé fin février aussi un appel à expérimentation pour développer des solutions innovantes de mobilité dans les territoires ruraux, puisqu'ils présentent, voilà, ces territoires présentent des enjeux un petit peu particuliers qui nécessitent de travailler à des innovations. La LOM prévoit aussi un cadre qui doit favoriser l'émergence du covoiturage, avec la possibilité de subventionnement du covoiturage par les OEM, et puis le développement de voies réservées également pour essayer de rendre le mode de déplacement du covoiturage plus attractif. Il y a un certain nombre de dispositions pour encadrer également le développement des services de mobilité en libre service en station d'attache, free floating. Et puis, tout un cadre qui est prévu également pour les plateformes VTC. D'ailleurs, ce n'est pas que la question des plateformes VTC, il y a également tout ce qui est livraison à domicile, avec donc des dispositions pour créer des conditions de relations sociales plus équilibrées. Alors sur l'ouverture des données, peut-être juste une petite carte, alors qui est d'ailleurs peut-être pas totalement à jour, je prie de vouloir m'excuser, mais elle est quand même relativement récente. C'était pour montrer un petit peu que ça s'organisait, hein, puisque aujourd'hui en France, vous voyez sur la carte avec toutes les zones en vert, pas mal de territoires qui sont déjà couverts par des données ouvertes par les autorités organisatrices. Et donc, voilà, on avait deux régions métropolitaines là qui étaient un petit peu plus en retard, on va dire, mais peut-être que d'ailleurs ça s'est ouvert depuis, et puis sinon on a bon espoir que de toute façon ça va débloquer rapidement. Voilà, je vais basculer maintenant sur le titre 4 qui concerne tout ce qui touche à la transition énergétique du secteur des transports, puis les mobilités moins émissives ou plus propres, avec différentes dispositions dans la LOM. Un des premiers enjeux, c'est le verdissement des flottes publiques et privées, avec un objectif ambitieux de fin de vente des véhicules thermiques en 2040, et donc d'ici cette échéance, une trajectoire pour essayer progressivement d'avoir de plus en plus de véhicules sans émissions de gaz à effet de serre, avec notamment des exigences de renouvellement des grandes flottes publiques et privées. Je vais en reparler très rapidement après. Ça repose également sur le développement des carburants alternatifs, donc en particulier les bornes de recharge électrique ou le biogaz, avec des obligations d'équipement, pré-équipement pour la recharge, notamment dans les parcs de stationnement. Il y a un renforcement du droit à la prise aussi dans les copropriétés, et puis l'élaboration de schémas directeurs de déploiement par les autorités organisatrices pour essayer de cadrer, de planifier un petit peu le déploiement des carburants alternatifs. Un enjeu extrêmement fort de la LOM, c'est également de tripler les déplacements à vélo d'ici 2021, hein, donc c'est vraiment demain, avec un plan d'action qui repose un petit peu sur tous les obstacles, qui essaye de traiter tous les obstacles à l'utilisation du vélo. Donc l'une des premières mesures, c'est le marquage obligatoire des vélos pour essayer de lutter contre le vol des vélos, qui est un vrai fléau. Pour mettre en place des stationnements sécurisés dans les gares, pour prévoir également des équipements d'emport de vélos dans les trains, dans les cars, pour renforcer les obligations de création d'aménagements cyclables, et puis également la mise en place d'un savoir rouler à vélo dans l'enseignement primaire, qui vise à ce que toute une classe d'âge, donc des enfants, arrive dans le second degré avec les compétences, donc les différentes compétences nécessaires pour pouvoir savoir rouler à vélo, et voilà, dans la circulation, hein, pas juste savoir pédaler, mais vraiment savoir rouler à vélo dans un environnement pour se déplacer. Voilà, la LOM prévoit également de rendre les trajets domicile-travail plus propres. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder puisque vous allez avoir une présentation dédiée sur cet aspect. Et puis, elle prévoit également de déployer des zones à faible émission dans les territoires les plus concernés par la pollution atmosphérique d'ici la fin de l'année, avec des possibilités de contrôle automatique
Donc on a aujourd'hui une grosse vingtaine d'agglomérations qui ont déjà lancé des démarches pour mettre en place ces zones à faible émission. Donc je parlais notamment de l'évertissement des flottes. Et donc tout cet enjeu de transition de la mobilité, ça repose aussi assez largement sur les entreprises. Donc là encore, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'on va en reparler, mais il y a une question de négociation obligatoire dans le dialogue social, du forfait mobilité durable. Et puis, donc en ce qui concerne le renouvellement des flottes, donc c'est que les grandes flottes de véhicules, parce que c'est à partir de 100 véhicules, il y a donc une trajectoire sur une part obligatoire de véhicules propres quand les flottes sont renouvelées, en commençant à 10% à partir de 2022 pour monter progressivement jusqu'à 50% à partir de 2030. Voilà. Le dernier titre de la LOM, c'est le titre 5, alors qui, on va dire, un petit peu les mesures diverses, même s'il y a pas mal de dispositions dans le titre 5, sur tout ce qui concerne la sécurité routière, la sûreté, le maritime et le portuaire, également le ferroviaire. Là, je vais plutôt m'attarder sur l'aspect sécurité routière, avec donc un premier objectif qui concerne le permis de conduire, puisque le constat aujourd'hui, c'est que le permis de conduire, il est très largement essentiel à l'insertion professionnelle, mais il reste très cher, à peu près 1 800 € en moyenne, et avec des délais d'obtention qui sont longs. Donc l'objectif, c'est de réduire le coût jusqu'à 30% du permis de conduire et le délai, avec une utilisation accrue de simulateurs par les auto-écoles et des aides qui sont là pour les aider à mettre en place ces solutions, avec la mise en place d'un contrat type et des expérimentations de désintermédiation pour réserver les places à l'examen du permis de conduire. Et donc, par ailleurs, différentes mesures qui touchent à la sécurité routière, notamment la possibilité d'effacer le signalement des forces de l'ordre sur les navigateurs par GPS, sur différentes sanctions possibles de rétention du permis de conduire, de confiscation du véhicule en cas de conduite sans permis ou des conduites à risque, une obligation de vente d'éthylotest à proximité des boissons alcooliques et les dispositions qui ont été largement débattues sur le 80 km/h. Voilà ce que je voulais présenter un petit peu pour ce titre 5. Et j'en ai fini, moi, de ma présentation générale sur la LOM. Donc, ça a été un petit peu rapide. J'espère que je vous ai pas assommé, mais voilà, j'ai essayé de remplir le contrat, de réussir à vous présenter un petit peu la loi dans les grandes lignes. Alors Loïc, c'était parfait parce que c'était prévu donc 15 minutes pour votre intervention et à 30 secondes près, vous êtes à 15 minutes. Donc voilà, vous êtes dans le timing. J'ai pas eu besoin d'intervenir car je suis aussi un peu le maître du temps. Mais c'est très bien, comme ça au moins ça va laisser également le temps de la présentation, de l'intervention pour Julie. Merci beaucoup et je vous propose, donc on a eu quand même pas mal de petites questions. On passera aux questions donc après la présentation de Julie si vous voulez bien. Julie, je continue. Donc, pareil, vous me dites quand je dois passer les diapos. Bonjour à tous. Donc, pareil que Loïc, je travaille à la DGITM, donc Direction Générale Infrastructure, Transport et Mer. Et j'espère que tout le monde m'entend. L'objet Oui, de moi, mon je vous entends très intervention. bien et a priori, je pense que tout le monde vous entend, sinon j'aurai rapidement des interventions sur le chat ou les questions. Mais a priori, c'est tout bon. Ok, l'objet donc de mon intervention est de faire un focus sur les entreprises et les impacts de la LOM sur elles. Donc on peut passer à la slide d'après. Donc évidemment, les employeurs sont des acteurs majeurs de l'amélioration des mobilités au quotidien. Donc ce que la LOM a changé très concrètement, c'est que dorénavant, lors des négociations annuelles obligatoires sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, les entreprises sont obligées de mettre sur la table le sujet de la mobilité des salariés. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Ces négociations annuelles obligatoires sont obligatoires, donc uniquement pour les employeurs de droit privé,
pour les EPIC et pour les établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé. La LOM évoque également, donc c'est l'article 82 de la LOM qui parle de ce sujet. Cet article 82, qui est un très long article avec beaucoup de dispositions, évoque aussi le plan de mobilité employeur dont je parlerai plus en détail tout à l'heure. Et ces négociations obligatoires peuvent être mises en place, enfin, doivent être mises en place dès aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de décret d'application pour que ça entre en vigueur. D'accord. Donc on peut passer à la slide d'après. Donc je sais que vous allez recevoir après le webinaire la présentation. Donc la slide d'après détaille plus précisément le dispositif. Donc je l'ai quand même mis, même si c'est pas l'idéal pour une présentation, mais ça vous permettra de la voir sous les yeux plus tard. Donc on peut passer à la slide d'après, voilà. Donc pour revenir plus en détail sur les déplacements domicile-travail dans le cœur des négociations. On peut aller à la slide d'après. Donc ces négociations sont obligatoires pour des entreprises de plus de 50 salariés sur un même site. Bon, c'est la slide d'avant. Là. Là. C'est la diapositive 34. Ah voilà, ok. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, les négociations... non, ça saute. Voilà, Non, c'est non, celle-là. je vous entends. Non, non, c'est bon. Ok. Donc, on est sur la slide 34. Donc, je disais que les négociations étaient obligatoires pour les entreprises de plus de 50 salariés sur un même site. Il y a des sanctions si ces obligations ne sont pas respectées. Et je vous disais tout à l'heure que la LOM évoquait le plan de mobilité employeur. Précédemment, la loi TECV, donc transition écologique, obligeait les entreprises de plus de 100 salariés d'établir un plan de mobilité employeur. Donc la LOM a écrasé cette disposition pour la mettre dans l'article 82 et le plan de mobilité employeur est dorénavant obligatoire uniquement si les employeurs n'ont pas trouvé d'accord. Ok. Voilà. Donc, on peut aller à la slide d'après. Alors, Loïc évoquait dans sa présentation le rôle assez important des AOM auprès des employeurs. Donc, on retrouve dans la LOM les AOM donc à ce même article 82 où les AOM ont l'obligation en fait d'informer les entreprises de plus de 50 salariés, donc celles qui sont soumises à obligation de négociation, du contenu de leur plan de mobilité. Et le plan de mobilité, c'est le nouveau nom qui a été donné par la LOM des PDU, des plans de déplacement urbains. Loïc a également évoqué la mise en place du comité des partenaires, où là encore, donc vous trouverez le détail à l'article 15 de la LOM, où ce comité des partenaires est dans l'obligation d'inclure des représentants des employeurs. Okay. Donc on peut passer à la slide d'après. Alors le forfait mobilité durable, donc qui est donc au-delà de l'obligation de négocier, qui est une mesure un peu phare de la LOM et en tout cas qui est au centre de cet article 82. Donc rapidement, le forfait mobilité durable, donc c'est un dispositif facultatif à disposition des employeurs publics et privés et qui donne la possibilité donc aux employeurs de donner un forfait pour les déplacements des salariés, donc soit à vélo, soit en covoiturage, qu'on soit conducteur ou passager, soit en transport public.
si les salariés n'ont pas d'abonnement transport collectif, c'est-à-dire on a pensé cette disposition, par exemple, en cas de pic de pollution, où des salariés qui ne pourraient pas utiliser leur voiture doivent prendre des tickets de transport public et pourraient se faire rembourser dans ce cas-là. Et l'article 82 mentionne aussi le fait de pouvoir être remboursé si on utilise des services de mobilité partagée. Donc, je disais que c'est un dispositif facultatif. La loi précise que les employeurs sont exonérés de charges sociales jusqu'à 400 € et pour les salariés, également exonérés d'impôt sur le revenu à hauteur de 400 €. Pour l'État, les dispositions sont un petit peu différentes, c'est-à-dire qu'il a été décidé que le plafond serait uniquement, entre guillemets, de 200 € et que le champ des déplacements est uniquement vélo et covoiturage. Alors, le dispositif du forfait, donc, parce qu'on a pas mal de questions là-dessus, est cumulable avec l'abonnement transport collectif qui, lui, est obligatoire. Donc, toutes les entreprises ont l'obligation de rembourser aux salariés, lorsqu'il y a un transport collectif, 50% de cet abonnement. La LOM, sans le dire, précise que le forfait est cumulable avec ces abonnements, mais dans une limite, en fait, maximum, entre 400 € et le montant maximal de l'abonnement transport collectif. C'est-à-dire, pour simplifier, en Île-de-France, le cumul ne fonctionne pas. L'abonnement transport collectif étant au-delà. En fait, la disposition a été prévue notamment suite à la crise des Gilets jaunes, pour encourager les personnes qui n'avaient pas de transport collectif à côté et qui utilisaient leur voiture. Voilà, apporter une réponse en termes d'aide à ces déplacements. Et donc le forfait ne peut être mis en œuvre qu'à la sortie des textes d'application. Donc on peut passer à la slide d'après. Donc je disais que le forfait, l'article 82, pardon, était un article assez long. Il mentionne également la possibilité pour les employeurs de rembourser les frais de carburant à ses salariés, sous condition, c'est-à-dire que soit le salarié habite dans une commune qui n'est pas desservie par un service de transport collectif, ou alors si l'entreprise n'a pas mis en œuvre un service privé, ou alors si le salarié habite dans une commune qui n'est pas obligatoirement incluse dans un périmètre d'un plan de mobilité, donc ex-PDU. Ce que la LOM a changé, c'est-à-dire qu'elle a boosté en fait cette aide pour les véhicules propres, en passant de 200 € à 400 €. Donc pour les frais de carburant classiques, on reste à 200 € de versement possible. Et pour les véhicules propres, dits électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène, on est passé à 400 €. La slide d'après. Et donc, pour le remboursement de ces frais, il n'y a pas besoin de texte d'application. Rapidement, pour rentrer un petit peu plus dans le détail du forfait mobilité durable, donc cet article 82, et pour la mise en œuvre du forfait mobilité durable, la LOM prévoit 5 décrets d'application, 1 pour le privé, 3 pour l'État et 1 sur le titre mobilité. Donc juste pour le secteur privé, on avait bien avancé, c'est-à-dire qu'on a présenté le texte au Conseil d'État le 9 mars et l'objectif de sortie a été fixé au 1er mai. Donc là, évidemment, avec la crise sanitaire que nous traversons, on ne sait pas si on va pouvoir tenir ce délai, mais en tout cas, le texte est rédigé. Le Conseil d'État n'a pas vu d'obstacle à cette rédaction. Donc, on va voir en termes de délai si on peut quand même poursuivre.
ce que dit le texte. Donc, il précise, c'est un texte assez simple, il précise ce qu'on entend par service de mobilité partagée, c'est-à-dire qu'on a inclus les services d'autopartage non thermiques, les vélos et les cyclomoteurs et engins de déplacement personnel en free floating. Et on a mis 2 dispositions pour les salariés à temps partiel et pour ceux qui ont plusieurs employeurs. Donc l'article 82 et ce qu'on redit dans le texte, c'est que le montant de ce forfait et les preuves que l'entreprise devra demander à ses salariés seront décidés dans le cadre du dialogue social ou par décision unilatérale de l'employeur. Et on prévoit à la sortie du texte d'établir un document pédagogique à destination des entreprises pour essayer de définir toutes les preuves qui pourraient exister et tous les frais en fait qui pourraient entrer dans ce forfait. On pense notamment au vélo. On est dans l'intention, évidemment, enfin en tout cas si les entreprises sont d'accord, de ne pas rembourser uniquement la pratique, mais aussi l'achat ou la réparation, par exemple. Donc on passe à la slide d'après. Donc je disais qu'il y avait 5 décrets d'application. Donc le premier est le secteur privé, et dans le secteur privé. Le deuxième pour la fonction publique d'État, donc je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est 200 € pour vélo et covoiturage. Et à la différence du privé, ce dispositif va rentrer en vigueur au 1er juillet et sera obligatoire. Les 2 textes concernant la fonction publique territoriale et hospitalière sont en cours de rédaction, et également le texte sur le titre mobilité, qui est une disposition innovante, on va dire, dans la loi. Elle donne en fait, ce titre mobilité donne la possibilité aux entreprises de verser ce forfait mobilité durable sous la forme d'une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, à l'instar de ce qui se fait sur les tickets restaurants. Très bien. Et Alors, pour Julie, tous ces textes, l'entrée en vigueur sera avant l'été. Et donc, il me reste 1 minute, je crois. Donc, je voulais juste parler de la dernière slide. très bien. Je voulais juste vous le rappeler, mais sans vous mettre la pression après. Parce qu'on a pris avec un peu de Voilà. retard aussi au Non, mais départ. Donc voilà, vous pouvez déborder 30 secondes, mais pour qu'on ait un petit peu de temps quand même pour les questions par la bien suite. sûr. Voilà, la slide d'après et juste l'article d'après qui est l'article 83 et qui dit que dans 18 mois, on doit faire un bilan des accords collectifs qui auront été passés. Et dans 24 mois, le gouvernement se laisse la possibilité de modifier ce dispositif. Donc, par exemple, éventuellement, au vu de ces accords et au vu des bilans, de rendre le forfait mobilité obligatoire, par exemple, ou d'inclure d'autres systèmes de transport. OK. Donc, on peut passer à la slide 42. Voilà, ça c'est juste un rappel voilà, de ce que je viens de dire. Et la dernière slide, qui est le registre de preuves de covoiturage, qui est en fait comment on peut appeler ça, un service en fait que l'État finance via une start-up d'État et qui permet en fait de certifier des trajets réalisés en covoiturage. Donc les AOM s'en sont déjà saisis pour mettre en place des incitatifs. Le service est en place depuis le 1er janvier pour les entreprises et il sera complètement opérationnel à partir du 1er juillet. Et qui donnera en fait, c'est un outil qui permettra de rassurer en fait les employeurs qui souhaitent vérifier que leurs salariés viennent en covoiturage. Alors, Voilà, je j'en ai sais qu'il y a terminé. déjà eu. Oui, merci Julie. Effectivement, sur ce sujet de registre de preuves de covoiturage, il y a déjà eu des webinaires, enfin des interventions qui commençaient effectivement à en parler, à expliquer un petit peu ce que c'était, en disant que tout n'était pas encore complètement fonctionnel, mais effectivement, c'est en train d'arriver. Alors, je vous propose de passer assez vite sur les questions.
Alors, il y en a de nombreuses. Alors, on va essayer de faire au mieux pour répondre aux questions. Sinon, ce qu'on vous propose, c'est que bien sûr, on va en prendre note et on fera un petit compte rendu de toutes les questions qu'il y a pu avoir pendant ce webinaire. Déjà, je vous remercie pour vos différents échanges, remarques et commentaires. Une question déjà par rapport au télétravail. Donc, c'est donc Boris qui nous demande: le télétravail n'est pas, à ma connaissance, mentionné dans la loi LOM. Est-il néanmoins un levier actionnable dans le cadre de cette loi? Donc, je ne sais pas si l'un de vous veut apporter quelques éléments de réponse. Alors, évidemment, enfin, je veux bien juste dire, oui, en fait, le télétravail fait partie des actions à mettre en œuvre dans le cadre du plan de mobilité employeur. Oui. OK. Merci Julie. Alors, des questions nombreuses sur les slides. Oui, toutes les slides vont vous être transmises, donc ça, il n'y a pas de souci. Des remarques effectivement sur l'outil Google qui s'appelle Hangout, qui permet de faire de la visio, et un autre outil qui s'appelle Zoom. Une autre question qui est posée cette fois donc par Aurélie. Pourquoi après le 31 décembre, la prise de compétences n'est plus possible et pourquoi ce n'est pas réversible? Je ne sais pas si l'un de vous a éventuellement un commentaire ou pas, ça peut être pas, et puis on peut essayer d'aller chercher l'information ou on peut dire simplement qu'on ne sait pas répondre. Ouais, non, je suis désolé, moi j'ai pas suivi tout l'historique sur ces débats. Je sais que c'était des débats assez compliqués pour essayer de trouver un équilibre entre toutes les possibilités. Je comprends que pour moi la question c'est aussi à un moment donné de stabiliser un petit peu les choses. C'est quand même important qu'on sache un peu qui fait quoi et de pas être toujours dans le débat permanent du c'est moi, c'est pas toi, c'est lui. Enfin, donc c'est vrai que c'est un débat qui à un moment donné doit aussi être tranché. Donc c'est important que les choses se stabilisent puisque l'enjeu essentiel, vous l'avez compris, de la loi d'orientation et de mobilité, c'est qu'on ait effectivement des collectivités qui se saisissent de cette compétence, qui la mettent en œuvre. Donc on a une phase évidemment nécessaire de discussion et de répartition de la compétence, mais ensuite ce qui est vraiment fondamental, c'est aussi la mise en œuvre. Et juste pour compléter, les dates ont quand même été pas mal discutées lors des débats parlementaires et vues avec les principales associations d'élus. Après, on pourra transmettre des infos et des détails par les bureaux qui se chargent plus précisément du sujet. Voilà, s'il y a besoin. Ok, merci. Alors là, une question par rapport plutôt au comité des partenaires, alors des régions. Donc il y a une question spécifiquement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on peut peut-être l'ouvrir. Est-ce que vous avez des informations de façon peut-être assez générale sur le comité des partenaires de la part des régions? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques peut-être à dire dessus? Non, je sais pas s'il y a beaucoup de choses spécifiques à dire. Peut-être un complément qu'on peut apporter, et ça en revanche c'est important, c'est dans le cas où la région a la compétence d'AOM en lieu et place donc d'une communauté de communes. Ce qui est important, c'est que dans la mise en œuvre de la loi, ce qu'il faut bien voir, c'est que on s'attend à ce que, du coup, c'est la région qui exerce la compétence d'AOM pour ce territoire, et elle doit également respecter l'obligation du comité des partenaires. Et même si c'est peut-être un petit peu lourd, mais c'est important, le comité des partenaires pour ce territoire-là peut pas être, on va dire, le comité de partenaires qui a été mis en place au niveau régional, puisque l'enjeu, c'est bien d'avoir un comité de partenaires qui associe les entreprises, les usagers du territoire en question. Et donc, quand c'est la région qui est AOM, on va dire pour le compte d'une comité de communes qui ne s'est pas saisi de la compétence, le comité des partenaires qui doit être mis en place pour ce territoire-là doit être un comité de partenaires dédié à ce territoire-là, en tout cas qui tient compte de la représentation pour ce territoire. On ne veut pas juste se dire bon, on va faire un grand comité des partenaires régionaux et à Lyon discuter avec ce comité de partenaires, avec des représentants régionaux, discuter de la mobilité dans un territoire
assez excentré par rapport à la métropole de Lyon, qui ne se serait pas saisi de la compétence. Bon, très bien. Une autre question, cette fois-ci plutôt sur le côté un peu plus entreprise. Quand on parle de flotte de véhicules, c'est à partir de combien de véhicules? Quid de la petite entreprise avec 3 ou 4 véhicules, dont des véhicules utilitaires? Et donc là Est-ce qu'il y a un nombre j'ai... minimum? Excusez-moi, Oui, allez-y. oui. Donc sur l'obligation de verdissement, enfin d'obligation de part de véhicules propres dans le cadre des renouvellements, donc je l'ai Oui, oui. mentionné trop vite, hein, c'est bien 100 véhicules. Donc c'est à partir D'accord. de 100 véhicules. Alors d'ailleurs, il y a bien tout ce qui est voiture particulière ou véhicule utilitaire léger, mais il y a également la même disposition pour, on va dire, tout ce qui est scooter, hein. D'accord. Une autre question, cette fois-ci plutôt côté AOM. Savez-vous quels sont les outils ou avantages à disposition des petites Comcom qui souhaiteraient prendre la compétence AOM? Est-ce qu'il y a une aide particulière ou peut-être des outils qui pourraient exister? Des outils Euh, pédagogiques ou des outils de Alors là, quel c'est ordre? marqué quels sont les outils ou avantages à disposition des petites Comcom qui souhaiteraient prendre la compétence AOM. Donc, je ne sais pas si vous avez des idées ou des éléments. Peut-être quels avantages une Comcom aurait à prendre cette compétence? oui, alors, attendez, je vérifie que mon micro, hop, parce que je fais deux Oui, choses on en vous même entend temps. bien. Oui, donc ce qu'on peut déjà signaler, c'est que notamment, alors, d'une part, alors pour aider donc les Comcom à prendre cette compétence. Alors ce qui est important de rappeler, je l'ai déjà dit, mais c'est que déjà la compétence, ça doit être adapté au territoire et donc euh, je le répète, il n'y a pas d'obligation de mettre en place des services de transport collectif réguliers. Donc déjà pour un certain nombre de territoires, ça doit entre guillemets les rassurer puisque elles sont, voilà, on ne leur demande pas de créer un service de métro, quoi. Donc elles peuvent vraiment essayer de choisir des services qui sont adaptés. Et d'ailleurs, j'incite tout le monde à peut-être essayer d'aller regarder sur, je crois qu'il doit y avoir une chaîne YouTube France Mobilité. Vous avez pas mal de petites vidéos qui sont disponibles et qui montrent des initiatives locales qui sont assez intéressantes. Donc voilà, je fais un petit coup de pub. Si vous pouvez les regarder, c'est assez bien fait. Et puis vous allez voir qu'il y a des territoires qui sont assez petits, qui ont plein d'imagination et qui font des choses pas mal. Ensuite, je reviens sur la réponse. Il y a des discussions un petit peu un peu compliquées, mais que j'ai pas détaillé, mais qui est le fait que donc la communauté de communes peut choisir de laisser la région continuer à organiser un certain nombre de services que la région donc organise déjà aujourd'hui au sein de son territoire. Donc il peut y avoir une sorte de partage des rôles pour un certain nombre de choses qui sont peut-être un petit peu lourdes à gérer. Ça peut être la région qui continue à les organiser même si Comcom et AOM. Donc voilà, il peut y avoir un partage des rôles aussi, y compris pour pas casser entre guillemets ce qui fonctionne bien aujourd'hui. Donc ça permet une continuité. Il peut y avoir des questions de modulation du versement mobilité au sein d'un syndicat mixte. Et donc, ça, c'est une discussion qui est dédiée pour ne pas créer de frein à des rapprochements avec des syndicats mixtes existants. Alors, quelqu'un qui voudrait adhérer à un syndicat mixte, il peut rentrer avec un versement mobilité qui est modulé pour sa situation. Donc, ça facilite aussi de rapprochement avec un syndicat mixte qui, lui, a une structure qui permet de l'aider. Ensuite, dernièrement, on peut signaler aussi que les Comcom pourront bénéficier de l'assistance technique des départements sur ces sujets. Alors, encore peut-être que là, on est quand même pris par le temps, on arrive un petit peu sur la limite de notre webinaire. Je vous propose de prendre encore une question. Alors, il y en a encore des nombreuses hein, sur le covoiturage, encore sur le télétravail. Peut-être une précision, là, je pense, qui sera importante pour tout le monde par rapport à l'obligation de cette loi. Repréciser, c'est bien pour tout le monde, pour les collectivités, entreprises privées, associations. On est bien d'accord? Enfin, je vous laisse peut-être préciser cette réponse.
Pour, pardon, quelle obligation? Savoir en fait si la loi L'Homme concerne bien toute structure, donc repréciser autant les collectivités que les associations, que toutes les structures, pour les plus de 50 salariés. Ah oui. Oui, du coup, Oui, je donc vais, vous répondre confirmez? parce que la question était un peu particulière de dire si la LOM s'appliquait à tout le monde. Donc, en fait, évidemment, ça dépend des articles. Mais les négociations obligatoires s'appliquent pour les entreprises privées de plus de 50 salariés sur un même site, pour les EPIC et pour les établissements publics à caractère administratif qui emploient des salariés de droit privé. D'accord. Donc, les négociations obligatoires ne le sont pas pour l'État, par exemple. Une question juste par rapport au décret sur le forfait mobilité. On nous pose la question de pour quand est-il prévu? Si on a une info, il y a eu apparemment donc aussi des personnes qui parlent de peut-être un décret pour juin 2020. Est-ce bon? Donc voilà, la question vous est posée. Donc, ce que je disais dans la présentation, le décret privé, si tout se passe bien, devrait sortir avant l'été. Le décret État applicable au 1er juillet. Et pour les autres décrets, l'objectif est en effet mi-juin. Après, on est dans un contexte voilà, de crise sanitaire et donc c'est particulier. Donc on ne sait pas encore si on pourra aller au bout des réunions avec le Conseil d'État notamment. Bon, bien écoutez, je vous remercie. Alors, il y a vraiment encore de très nombreuses questions. Alors, je vous remercie. Maintenant, je vais être un peu dans l'obligation d'arrêter, parce que je vois aussi qu'il y en a certains qui commencent à se déconnecter, et c'est bien normal, car c'est l'heure. Je vous propose de partager ces questions avec donc, nos deux intervenants, que je remercie par la même occasion pour cette intervention, pour les réponses à ces questions, mais aussi pour les essais de dernière minute qu'on a dû faire la semaine dernière, parce que voilà, c'était pas évident, on a changé de conditions tous et voilà, on a dû s'adapter. Merci à tous. On répondra au mieux à vos questions, donc du coup plutôt par un petit écrit qu'on vous enverra en même temps que la présentation. Et ben écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée, un excellent télétravail pour la plupart d'entre vous, je suppose. Et je vous dis à très bientôt, j'espère en vrai ou peut-être pour un autre webinaire très rapidement. Allez, bonne fin de journée à vous tous.